D'abord, je dois remercier les organisateurs de cette invitation qui, je dois l'avouer, m'a surpris un peu vu ce sur quoi je travaille. Et puis, je dois aussi vous remercier d'avoir survécu jusqu'ici et de vous être levé aux aurores pour venir m'écouter. On est quelques-uns à avoir tenu le coup malgré la soirée qui fut très agréable. Et donc, merci à vous déjà. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer en gros ce dont je vais tenter de parler. D'abord, je vais tenter de faire une introduction, puis je vais parler un petit peu d'une typologie de représentation de la qualité sur laquelle j'ai travaillé, notamment avec un collègue de l'ULB qui s'appelle Michel Silin. Puis je vais un peu discuter d'effets de variables sociologiques sur la manière dont les étudiants se représentent la notion. Et puis je vais vous décrire des travaux de recherche qui sont très récents sur deux dispositifs d'évaluation pédagogique, d'évaluation des enseignements qui ont été menés avec l'aide de plusieurs complices. Et je tenterai de conclure quelque chose d'intéressant et d'intelligent là-dessus. Alors, en guise d'introduction, d'abord, je voulais vous montrer cette image. Alors, cette image est tirée des archives de la faculté polytechnique de Mons. Ça date de 1960. Et vous avez là l'image de l'étudiant modèle dans un prospectus qui vantait les caractéristiques particulières des facultés polytechniques de cette ville de taille moyenne belge. Vous voyez aussi que l'étudiant modèle est dans la cité modèle. Donc c'est une cité de logement qui était uniformisée sur ce style-là. Et vous voyez là, en fait, finalement, l'étudiant tel qu'il était représenté par les autorités et par toute la propagande institutionnelle de l'époque. Alors, le prospectus en question nous apprend à la page 24 que l'étudiant modèle est studieux et que, mieux encore, il aime à se consacrer à la prise de notes. Donc, c'était quelque chose de très important, notamment à l'aide des sténodactylos de l'université qui étaient à sa disposition. Aujourd'hui, nous n'avons plus de sténodactylos de l'université à la disposition des étudiants. Mais c'était quelque chose qui était vendu comme étant vraiment une caractéristique, un atout, et qui permettait à l'étudiant de pleinement s'accomplir dans sa mission de futur ingénieur. Vous remarquez aussi son accoutrement qui est particulièrement intéressant. Alors, pourquoi je vous montre cette image? Parce que finalement, la question de la place de l'étudiant dans l'université est quelque chose de très sensible et quelque chose sur lequel nous sommes très souvent amenés à avoir une discussion. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Madame Cresson, qui était commissaire en charge de l'enseignement dans les années 90, dans la commission Santerre notamment. Elle fut à la base de certains scandales particulièrement violents qui ont nui durablement à la réputation de la commission, mais elle fut aussi l'initiatrice de toute une série de pré-rapports qui auguraient d'une certaine manière des déclarations de la Sorbonne et des déclarations de Bologne. Ce qui est très intéressant dans les travaux commandités par Édith Cresson, c'est en particulier un rapport qui est le livre blanc sur la société cognitive qui s'appelait « Enseigner et apprendre ». Et ce livre blanc avait à l'époque créé un petit tremblement de terre dans le paysage de l'enseignement supérieur. Et il y avait une promesse qu'elle a lourdement rappelée lors de la conférence de presse où elle présentait ce livre blanc. C'est « Nous allons remettre l'étudiant au centre des apprentissages, au centre de l'université ». Et déjà à l'époque, un des moyens pour ce faire, un des moyens qui étaient identifiés, c'était la qualité. C'était l'approche qualité qui allait permettre de remettre l'étudiant au centre des apprentissages. Alors, c'était présenté comme une grande rupture, comme un point vraiment de basculement pour les institutions.
Et du coup, ça vaut la peine, je suis un peu historien, mes heures perdues, ça vaut la peine de regarder finalement si dans l'histoire des universités, il n'y a pas des antécédents. Alors, un premier antécédent qui est intéressant, c'est ce personnage. Alors, je suis désolé pour le problème des typos et de contraste, mais ça, c'est inexorable lorsqu'on exporte un PowerPoint d'un endroit à l'autre. Ce personnage un peu particulier que vous avez en arrière-plan, c'est Wilhelm von Humboldt. Alors von Humboldt, vous en avez peut-être entendu parler. Il est considéré par certains comme le fondateur de l'université moderne. C'est un homme d'État, un ministre en charge de l'enseignement supérieur en Prusse. Et il a eu comme mission de fonder en fait une université qui serait une université à la pointe suite à la perte de l'université royale de Halle confisquée par les Français après une défaite violente de la Prusse. Et ce qui est intéressant, c'est que von Humboldt a fait un rapport qui a été très vite mis dans un tiroir et oublié, mais il a surtout tiré de ce rapport beaucoup d'idées pour fonder effectivement une université, et c'est lui qui a été à la base de la fondation de l'université de Berlin, qui est toujours Unter der Linden, et qui porte son nom, et celui de son frère aussi. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans une de ses lettres qu'il a envoyée à un intellectuel français, il dit « L'étudiant se fera apprenti et l'université tout entière sera organisée autour de lui. Il sera le centre de l'activité savante. » Donc finalement, ça permet de se dire que peut-être que Madame Cresson ne proposait finalement pas une grande nouveauté. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment les universités sont très anciennes et donc on peut encore remonter dans le temps. Et je vous propose cet autre individu. Cet individu-là, c'est Pétrarque. Ça vaut la peine de lire ces lettres aux familiers qui sont un lourd recueil de sa correspondance. Et dedans, vous avez des considérations très violentes sur l'université de l'époque. Notamment, il critique très fort tout ce qui est cérémonie de doctorat. Il critique extensivement l'usage des toges pour lesquels il a un mépris absolu. Il considère aussi que tous les rites de passation à l'intérieur de l'université sont absolument insupportables parce qu'ils finissent par oublier l'objet premier de l'université qui est la question du savoir. Et que dit-il ? Nous remettrons l'étudiant, en devisant avec un ami de l'université idéale, nous remettrons l'étudiant au cœur de l'apprentissage, au centre de l'université. Ça date d'environ 1360. Comme toujours, avec les textes de cette époque, on a un problème pour la datation. Alors, si ça fait depuis le XIVe siècle, et en fait on peut même trouver des sources plus anciennes, qu'on se pose la question de savoir comment remettre l'étudiant au centre de l'université, comment on fait le cœur de l'apprentissage, c'est qu'il y a peut-être là derrière une angoisse très profonde, une angoisse existentielle de l'université. Et on peut se poser la question de savoir comment aujourd'hui on pourrait arriver à faire quelque chose qui manifestement n'a pas semblé être réalisé au fur de siècles d'existence. Alors, une des pistes pour comprendre pourquoi on n'y est jamais arrivé et pourquoi la critique du coup peut perdurer, c'est typiquement le type de leitmotiv qui revient comme ça de siècle en siècle, mais tout comme la complainte du niveau qui baisse, le niveau des étudiants qui baisse, quelque chose qu'on connaît depuis le Moyen-Âge. Donc, à en croire les collègues, finalement, on serait aujourd'hui beaucoup plus idiots, face à des étudiants beaucoup plus idiots qu'ils l'étaient au Moyen-Âge, où, grosso modo, la mission des universitaires était d'apprendre à lire et à écrire. Mais ce qui est amusant, c'est on peut vraiment se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe là derrière, qu'est-ce qui explique ça? Et peut-être qu'en fait une piste d'explication, c'est un syndrome de Quetelet. Alors Quetelet, c'est ce statisticien du 19e siècle belge, extrêmement célèbre à l'époque. Il a écrit énormément sur des problèmes d'astrophysique, mais pas uniquement. Il entendait aussi développer une physique du social basée sur une statistique. Et ce qui est tout à fait caractéristique de Quetelet, c'est qu'il avait comme ambition de définir un homme moyen dont il était persuadé qu'à un moment, il arriverait à le trouver dans la population. Donc pour lui, l'homme moyen existait en tant qu'individu
Et le moyen, c'est un homme qui a des caractéristiques absolument moyennes de tous les hommes. Et donc, il a fait pas mal de travaux sur la morphologie. Vous avez une des planches d'un de ses traités qui est là. Et son idée, c'était finalement, pour penser tous les grands problèmes de notre société, il faut trouver cet homme moyen. Et si on n'arrive pas à l'identifier dans la population, c'est pas grave. En faisant des moyennes statistiques, on finira toujours par le trouver. Alors évidemment, vous voyez tout de suite quel est le souci. Penser tout par rapport à une moyenne, mais ça amène à oublier des situations particulières. Et c'est peut-être un peu le problème lorsqu'on parle de l'étudiant. L'étudiant, finalement, on a toujours en tête un étudiant moyen, alors que nos populations étudiantes sont vraiment beaucoup plus variées. Et on a peut-être tendance un peu trop à fonctionner par rapport à cette moyenne. Alors, en même temps, quand on dit remettre l'étudiant au centre de l'université, immédiatement, on peut se dire qu'il y a des risques. Alors, je vous ai mis ici un petit extrait d'un échange entre Adorno et Sondy. Adorno, un théoricien de l'école de Francfort, qui était une figure pour les mouvements étudiants allemands dans les années 60 et qui pourtant à un moment s'est distancié de ces mouvements au point où il a été la cible d'attentats au seins nus. Des étudiantes se sont présentées seins nus pour dénoncer cette figure d'oppression patriarcale. Et il écrit dans une très belle lettre « Je m'épuise progressivement de ces affaires étudiantes, en particulier car ici, et la même chose vaut d'ailleurs pour Habermas et Friedburg, ses deux collègues, nous arrivons à la conclusion que les étudiants ne font que nous manipuler. C'est un cas de parricide différé. » Donc Adorno écrit ça après avoir participé à une assemblée générale d'étudiants dans le but de les écouter et dans le but d'essayer de modifier le fonctionnement de l'université pour répondre à leurs attentes. Et il arrive à cette conclusion, non, c'est impossible. La seule chose qu'ils essayent de faire, c'est finalement de nous détruire parce qu'évidemment, ils se voient derrière comme figure du père. Alors la réponse de Sondy, qui est ce psychiatre et psychanalyste qui à l'époque vivait en Suisse, est très très belle. Il souligne qu'il y a dans les attentes des étudiants révoltés l'aspiration à la facilité caractéristique du consumérisme. Ils veulent une université populaire, mais foncent tête baissée vers l'université industrielle. Et cette idée, cette ambiguïté des attentes étudiantes entre quelque chose qui serait une université qui vise une émancipation, une université qui ne serait pas une université de classe. Je vous ai mis une petite affiche de mai 68 produite par l'Université populaire à l'époque. En même temps, elle a comme pendant une recherche d'université qui est finalement une université dans laquelle ils peuvent épanouir une certaine facilité, une certaine sortir de la discipline. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été souligné par énormément de penseurs autour des années 60, autour de ces révoltes étudiantes. On pense par exemple à Lacan, qui était à la fois séduit et puis très critique de ces mouvements étudiants. Et donc, par rapport à la question des attentes étudiantes elles-mêmes, on peut avoir une angoisse, on peut avoir un questionnement, on peut se poser la question de savoir est-ce que on doit vraiment en tenir compte, comment on doit en tenir compte, est-ce qu'il n'y a pas des ambiguïtés intrinsèques à ces attentes? Alors, ne croyez pas que je vais déverser ici un discours extrêmement paternaliste de la sorte pendant des minutes encore, mais il me semblait un peu important de rappeler que les étudiants ne sont pas forcément toujours très conscients des enjeux. Pour avoir été un président d'une union étudiante, je suis particulièrement bien placé pour savoir. J'étais particulièrement idiot à l'époque. Alors, une hypothèse fondamentale de mes travaux et de ce qu'on va discuter ici, c'est que les étudiants se présentent finalement la qualité, la définition qu'ils donnent de la notion en fonction de leur représentation, de leur propre statut au sein de l'université, des missions de l'université et des finalités des enseignements universitaires. Et donc, on ne peut pas, a priori, considérer l'étudiant moyen. On doit aller un peu au-delà et poser ces questions en termes de représentation.
Alors, cette hypothèse se base sur les travaux de Sandrine Canter et de Laurence Rosier, qui, à l'Université libre de Bruxelles, ont été des pionnières en matière de travail sur la représentation de la qualité, en faisant des tours auprès de plusieurs acteurs pour essayer d'aboutir à une charte qui soit une définition commune. C'est la même perspective interactionniste qui guide mes propres travaux, même si moi je suis moins dans une approche appliquée, je suis plus dans des questions ennuyantes. Alors, on va tout de suite arriver au cœur du propos et à cette fameuse question d'une typologie des représentations étudiantes. Alors, je vous fais un petit passage méthodologique inévitable, mais très très court, promis. Tout ce que je vais dire est tiré de toutes ces études que vous voyez sur l'écran. Une première étude menée sur les adultes en prise d'études sous la direction du professeur Michel Silin, qui m'a permis de suivre 60 témoins pendant plusieurs années. Une deuxième, une étude sur les étudiants très très nantis. Alors par très très nantis, je parle d'étudiants qui ont des revenus qui sont supérieurs, très largement supérieurs au salaire médian en Belgique. Ce sont des étudiants dont l'argent de poche représente le salaire normal d'un professeur d'université et qui viennent de familles avec des niveaux de diplôme extrêmement élevés, généralement des docteurs ou des titulaires de MBA, etc. Et puis des étudiants très précaires, là pour le coup, ce sont des étudiants qui subsistent avec vraiment le minimum d'aide sociale, qui viennent de milieux extrêmement défavorisés, sans parents diplômés, même du secondaire supérieur. Donc ils sont vraiment sous-diplômés. Et là, j'ai suivi 42 témoins à l'Université libre de Bruxelles. C'était un des éléments de ma thèse. Alors, entre 2011 et 2018, j'ai fait un suivi longitudinal de cursus de 22 étudiants. C'est-à-dire, je les ai sélectionnés au hasard sur plusieurs facultés et je les ai suivis pendant cette année pour vivre avec eux leur cursus à l'université, voir ce qui était difficile, ce qui fonctionnait bien. Ce fut un travail qui vient de se finir et qui fut assez pénible pour eux parce que je les ai vus une fois par mois quand même. Et puis une étude sur les étudiants étrangers en 2012 avec 20 témoins et puis plus récemment l'étude sur les dispositifs d'évaluation pédagogique avec 2 groupes de 10 témoins. Alors toute mon approche est une approche qualitative qui se base sur une démarche compréhensive. Je fais énormément d'entretiens, les entretiens sont souvent très longs, ils vont de 2 heures à 6 heures pour certains entretiens, ce qui fait que les témoins sont particulièrement impliqués, c'est particulièrement difficile pour eux et je passe en revue une matrice de thèmes très très large avec énormément d'items. Et la qualité là-dedans est une sous-catégorie, mais c'est surtout des résultats de cet item-là que je vais parler ici. Alors, sur l'ensemble de ces travaux, à l'exception évidemment des travaux sur les dispositifs d'évaluation, je peux tirer une forme de typologie des représentations qui est dans le titre, hein, je ne vous ai rien caché. La première conception qui revient de l'ensemble des témoins, donc ça fait 144 témoins en total, c'est une conception de leur propre posture comme client. Alors, ce sont souvent les étudiants insistent sur la dimension de redevabilité par rapport à l'université. Ils insistent aussi sur la question des débouchés qui sont permis par l'université, de l'élévation sociale éventuellement. Je vous ai mis un extrait de discours qui est assez caractéristique. Voilà. C'est vrai que l'université est pleine de professeurs difficiles, mais il nous mène plus loin. En fait, nous sommes vraiment redevables à l'université. L'expression est tout à fait explicite. Autre posture assez caractéristique, et elles ne sont pas forcément mutuellement exclusives, c'est celle plutôt d'un consommateur. Alors souvent, ce qui revient dans ce type de discours, c'est la comparaison entre les universités, l'insistance très forte sur le diplôme, pas du tout sur ce qui vient en amont, sur l'utilité de la formation perçue comme étant vraiment orientée vers l'accès à une profession, souvent de manière assez illusoire d'ailleurs. Un exemple ici, je suis ici pour le diplôme parce qu'il est fort connu, mais bon, tous les cours ne sont pas très utiles, surtout ceux des vieux profs un peu autistes. Vous verrez que la question des vieux profs autistes reviendra un peu plus tard.
Alors, dernière représentation, c'est cette représentation que j'ai appelée apprenti, avec une insistance très forte sur les contenus, sur la discipline et sur cette vieille notion d'intelligence qui me pose toujours personnellement un souci, mais qui a l'air de dire quelque chose aux étudiants interrogés. Alors, en fréquentant les professeurs les meilleurs, on apprend les techniques de pointe, les contenus les plus précis. On est à la pointe de la recherche, cela nous permet de nous développer aussi, de devenir plus malins. Sérieusement, la manière de voir le monde change du tout au tout et la manière d'interagir avec lui aussi. C'est un témoignage recueilli en 2013. Alors, sur l'ensemble des 144 étudiants suivis, je peux faire une petite stat, mais rappelez-vous que les dessins que je vous montre sont plus des illustrations, ils n'ont pas vraiment une valeur statistique très grande. Et on voit cette forme apparaître avec finalement une insistance assez grande sur cette dimension client. La dimension apprenti apparaît un peu moins fortement et la dimension consommateur est assez proche de la dimension client si je prends mes 144 étudiants. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de comparer ce graphique avec celui qu'on peut faire lorsqu'on travaille en approche longitudinale en interrogeant les étudiants d'année en année. C'est ce que j'ai fait sur ce graphique-ci. Donc, ce sont des étudiants que j'ai suivis pendant 7 ans et je vous ai mis ici les 5 premières années de cursus. Et vous voyez, la ligne bleue, c'est celle qui correspond à l'entrée à l'université. La ligne rouge, c'est après 3 ans, donc normalement c'est aux alentours du bachelier. Et puis la ligne jaune, c'est après 5 ans, donc normalement c'est aux alentours du master. Bon, il y a eu quelques bugs dans l'évolution des cursus des étudiants en question, mais disons que ça vous donne un peu une idée du rythme normal d'avancement. Et vous voyez qu'en fait, ce qui est amusant, c'est que la manière dont ils se positionnent évolue dans le temps très fortement, avec une insistance de plus en plus grande sur la dimension d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils fréquentent l'université, ils se considèrent de plus en plus comme apprentis et de moins en moins comme consommateurs. Par contre, ils se considèrent toujours très forts comme des clients. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de comparer après avec la sortie. Qu'est-ce qui se passe après la sortie? C'est ce que j'ai fait ici dans cette petite figure. Voilà, alors la ligne verte, c'est ce qui se passe après. C'est l'ancêtre, et en fait, c'est un peu plus que l'ancêtre. J'ai vraiment essayé de n'avoir que des gens qui étaient sortis. Et là, vous voyez que, en fait, on revient à la conception initiale, c'est-à-dire que les gens se revivent comme ayant été des consommateurs de l'université. Alors évidemment, ça dit quelque chose. C'est dit que si on interroge les étudiants sur comment ils appréhendent l'institution, en fonction du moment où ils sont dans leur cursus, les réponses vont être fortement différentes. Alors on peut faire un lien entre ces différentes représentations et les motifs d'engagement dans l'institution. Alors, je n'ai pas le temps ici de détailler la question des motifs d'engagement, mais disons qu'on a toute une série de modèles qui permettent d'étudier quelles sont les motivations des étudiants à entreprendre des études. Et il y a un modèle assez classique qui est vraiment très sommaire, qui permet de distinguer quatre grandes possibilités. Soit c'est un motif d'ordre économique, je veux gagner plus d'argent. Ça, c'est un motif identitaire, c'est-à-dire c'est souvent lié à un enjeu de reconnaissance sociale, par exemple. Donc, par exemple, je veux aller plus loin que mes parents, ça c'est assez caractéristique. Soit c'est un motif plutôt vocationnel, j'ai toujours rêvé d'être médecin. Soit c'est un motif d'ordre épistémique, là c'est vraiment un intérêt pour des contenus très précis. Alors, avec mon collègue Michel Silin, on a proposé une petite extension de ce modèle en allant plus de descriptions vers des conceptions et en opposant différents axes. Vous les avez ici sur la slide, je ne vais pas vraiment détailler. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la posture d'apprenti est souvent liée à un motif épistémique. C'est-à-dire les étudiants qui, d'emblée, expriment un intérêt profond pour les contenus ont tendance très logiquement, en fait, à se présenter plutôt comme des apprentis.
Par contre, ce qui nous a surpris, c'est que la posture consommateur est souvent liée en fait, à une conception contextuelle, au fait finalement que ce qui provoque l'entrée à l'université, c'est plus le contexte familial, c'est plus toute une série de contraintes externes que réellement une motivation pour un contenu, pour une vocation ou pour un intérêt vraiment profond pour les études qui vont être entreprises. Je passe sur les autres détails. Alors, on en arrive à la troisième partie de l'exposé qui vise en fait à voir, ben, voilà, quand on pose à des étudiants la question de savoir c'est quoi la qualité pour vous, quels sont les facteurs qui vont influer sur la réponse. Alors pour faire cela, j'ai en fait utilisé une vieille technique de sociologue qui est la sociologie en miroir. C'est-à-dire j'ai été chercher des étudiants qui sont opposés par rapport à différentes variables sociologiques. Et la première variable, c'est celle de l'origine sociale. Alors, je vous ai mis des extraits de discours parce que je trouve que c'est toujours très intéressant de rentrer vraiment dans le discours brut. Je vais te dire comment je vois les choses. Je suis un client, je viens pour un diplôme utile, une formation pour un métier. Et je constate qu'en fait, ce n'est pas toujours évident pour des gens qui n'ont rien connu en dehors de l'université, comme les profs de matières fondamentales des premières années, de donner des cours utiles. Ils ne connaissent pas les vrais besoins des entreprises, c'est tout. Mais ce n'est pas si grave, car en même temps, ça permet de filtrer les touristes, ceux qui n'ont pas le courage, qui ne se battent pas pour réussir. Dans la vie, c'est comme ça aussi. Dans une entreprise, si tu veux monter, il faut se battre. Donc l'université, pour moi, c'est une bonne préparation pour la vie, en fait, mais pas forcément à cause des cours. Je crois qu'il faudrait peut-être qu'ils fassent un effort. Ça ne donne pas envie ici. On a des beaux locaux, mais si tu vas aux States, à New York, genre Columbia, j'y suis allé, on n'est rien ici, on n'est gravement rien. Ils devraient faire un effort pour l'image, mieux vendre les cours et puis aussi un peu revoir les contenus pour satisfaire le client. Alors c'est un étudiant issu d'un milieu extrêmement favorisé dans une école de commerce qui m'a donné ce témoignage. Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai eu toute une série de témoignages assez similaires. Je passe sur ceci, je ne vais pas vous les lire, mais ce qui est assez intéressant, c'est vraiment ce positionnement est assez systématique pour les étudiants issus vraiment de milieux très favorisés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on reviendra sur la question des professeurs autistes. Voilà, c'est quelque chose, l'utilisation même du mot autiste est quelque chose sur 22 témoignages qui est revenu 18 fois, de considérer le professeur comme un autiste, comme quelqu'un de déconnecté du monde réel. Alors, en regard, ça vaut la peine de regarder qu'est-ce qui se passe complètement à l'opposé de l'échelle sociale chez des étudiants qui viennent de milieux vraiment très étrangers à l'université et qui n'ont pas de moyens. Et alors là, on a des témoignages qui sont complètement à l'opposé. Je trouve que l'université a beaucoup fait pour moi, façon de parler. Oui, je suis reconnaissant à l'ULB, je peux le dire, mais bon, pas à l'ULB comme l'université avec un drapeau, mais plutôt aux gens. Certains profs, puis des gens du secrétariat. Voilà. En fait, je trouve que même si c'est plutôt dur de réussir, il ne faut pas rien non plus, c'est vraiment dur les études à l'université. Il y a des gens qui t'apprennent plein et tout, et qui au final te jugent sur ce que tu apprends. Et moi, c'était quand même pas gagné que j'apprenne des trucs vu d'où je viens. Vous avez un autre témoignage de même ordre. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Ici, on est en train de suivre les meilleurs cours. Il n'y a pas mieux. L'université, c'est aussi plus que les cours. Comme l'a dit un prof le premier jour à l'université, ici, on forme l'élite de demain. Du coup, on fait le taux d'échec. Il a sorti le refrain, tu sais, celui que tout le monde entend une fois. Regardez votre voisin à gauche, regardez votre voisin à droite. Voilà, l'un de vous trois sera toujours là l'année prochaine. Celui qui est resté, c'est moi. Oui, c'est moi qui y suis, malgré tout. Alors, vous voyez qu'ici, en partant de la question qui est « c'est quoi pour vous la qualité ?», on arrive sur des témoignages qui disent des choses complètement différentes et qui sont liés profondément à la posture des étudiants par rapport à l'université. Alors, on reprend la typologie de tout à l'heure et en fait, simplement, dans le même type de graphique, les étudiants issus de milieux plutôt favorisés se présentent finalement très très rarement comme des apprentis. Ils sont vraiment dans une optique plutôt de consommateurs, là où les étudiants issus de milieux très défavorisés se mettent très très évidemment comme apprentis et finalement se vivent peu comme des consommateurs de l'université. Alors une autre variable évidemment que l'on peut regarder, c'est la variable du genre.
Alors, si on pose la question en termes de satisfaction, est-ce que vous êtes satisfait des enseignements? Les femmes sont nettement plus satisfaites que les hommes. Alors, ce qui est amusant par rapport à ça, c'est que cette satisfaction concerne tant les enseignements suivis que l'accueil offert par l'université. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que les femmes insistent sensiblement plus que les hommes sur la manière d'enseigner, sur la qualité des supports de cours, sur la clarté des explications. Pour elles, c'est ça qui fait la qualité, alors que les hommes insistent nettement plus que les femmes sur la question du prestige des professeurs. Je suis sûr que la qualité des cours que je suis est bonne parce que c'est quelqu'un de très important dans son domaine, parce qu'il a eu un prix Nobel, parce que, etc., etc. Alors là, si on fait un petit diagramme, on arrive aussi à des différences un peu sensibles. Finalement, en fait, les hommes se positionnent, les hommes, c'est la courbe jaune, se positionnent globalement beaucoup plus comme consommateurs que les femmes, qui ont tendance à beaucoup plus, à être beaucoup moins en fait dans cette optique-là, à finalement avoir une insistance un peu plus grande quand même sur la question des contenus des enseignements. Autre variable intéressante, la variable de l'âge. Alors, sur ces 144 étudiants, les étudiants qui sont en fait des adultes en reprise d'études, c'est-à-dire des personnes qui ont interrompu leurs études puis sont revenus à l'université, sont unanimement, et il y a une véritable unanimité, beaucoup plus attentifs au contenu des enseignements. Et les étudiants les plus jeunes font généralement le lien entre qualité et employabilité, là où pour les plus âgés, c'est quelque chose qui sort du cadre, qui sort du champ. Alors c'est peut-être lié aux spécificités des institutions et du fonctionnement des institutions en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est le nom de la communauté française de Belgique, le nouveau nom de la communauté française de Belgique, donc la partie francophone de la Belgique. Mais il y a là quand même quelque chose qui est surprenant, parce que dans la communication institutionnelle qui est faite par rapport aux adultes en reprise d'études, on est souvent très orienté justement sur des questions d'employabilité. Vous allez regagner de l'employabilité. En fait, quand on interroge les gens qui sont dans l'institution, qui sont en train de suivre les cours, finalement la question de leur employabilité leur semble secondaire par rapport à l'intérêt de reprendre des cours, pour les contenus, pour ce qu'ils y apprennent. Et alors, le rapport à l'évaluation des enseignants est complètement différent, c'est-à-dire l'évaluation que les enseignants portent sur eux. Il y a une véritable différence qui se marque jusque dans la définition de qu'est-ce que c'est la qualité. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on évoque la qualité, inexorablement, les étudiants arrivent à un moment avec la question de l'échec et de la réussite. Et par rapport à ça, les adultes en reprise d'études en particulier, mais de manière plus générale, les étudiants plus âgés, ont une prise de distance bien plus grande. Alors, je vous ai mis deux extraits qui permettent vraiment de le souligner. Ce que le prof ne comprend pas, c'est que je ne veux pas avoir des points à l'examen, je veux comprendre ce qu'il m'explique. C'était une étudiante beaucoup plus âgée dans un trajet de reprise d'études qui m'avait dit ça en 2010. Et alors, en comparaison, un étudiant beaucoup plus jeune qui me disait, voilà, je trouve que les professeurs devraient coter moins sévèrement, surtout qu'ils soient moins durs pour les cas limites, les notes à 9 sur 20, etc. Et en fait, tout le rapport de négociation de la cote, par exemple, est quelque chose qui échappe fortement du cadre du discours des adultes en reprise d'études. Ça leur échappe complètement. Alors, dernier élément par rapport à cette variable d'âge, quelque chose qui est revenu énormément dans les discours d'adultes en reprise d'études, c'est la question de l'excellence. Alors c'est surprenant parce qu'a priori, la question de l'excellence est quelque chose que les étudiants abordent relativement peu a priori dans les témoignages, surtout à l'époque, ça commence à dater un petit peu. Et pourtant, pour les adultes en reprise d'études, c'était vraiment quelque chose qui était de l'ordre de l'angoisse. Alors, je vous ai mis ici un exemple de témoignage. L'excellence, c'est une manière de dire on ne veut pas des losers, des gens comme moi. Moi, je suis une vieille qui revient. Après tout, qui suis-je pour dire à l'université je veux en être? Alors, quand on me parle de qualité, je sais bien ce qu'on attend de moi. L'excellence, ce n'est pas moi. Vous voyez ici un lien qui semble immédiat entre qualité et excellence. Puis de toute façon, on ne parle que des jeunes étudiants, mais je ne me plains pas. D'ailleurs, j'évalue toujours très bien les professeurs. Voilà qui doit nous faire réfléchir par rapport à la question de l'évaluation des enseignements. J'ai de la chance, je dois me faire discrète pour en profiter.
Voilà. Alors si tous les étudiants adultes en prise d'études pensent comme ça, on est mal, évidemment, pour l'évaluation. Dernière variable sur laquelle on a joué, c'est la question de la nationalité. En fait, on avait fait une variable composite, nationalité, ethnotype, etc. Mais ici, j'ai vraiment identifié uniquement la question de nationalité. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas d'uniformité dans les postures en fonction de la nationalité. C'est-à-dire qu'en fait, les contextes nationaux des pays d'origine vont influer énormément sur la manière dont on se représente l'université. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les étudiants étrangers ont une insistance assez forte sur l'international et la maîtrise des langues, avec systématiquement, lorsqu'on évoque la qualité, cette question de la maîtrise de l'anglais qui revient de manière assez prégnante. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a un effet significatif lorsqu'on croise les variables socio-économiques et de nationalité. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience de l'université est très variable, non seulement en fonction de la nationalité, mais surtout en fonction de cette double affiliation à un milieu social spécifique et à une nationalité étrangère. Pour vraiment vous l'illustrer, j'ai pris ces deux petits exemples. Alors, dans un premier cas, on parle d'un étudiant qui est vraiment dans une situation extrêmement précaire, qui est arrivé en admission classique de manière très, très tangente, en arrivant un peu en retard suite à des procédures administratives assez complexes, et qui me faisait ce témoignage. Voilà, c'est assez compliqué de comprendre les règles ici. Où on doit trouver les notes de cours, par exemple. Tous les cours ne sont pas imprimés. Il y a des cours où il n'y a que des présentations PowerPoint. Si on ne va pas assister à l'exposé, on ne peut pas préparer l'examen. Mais comme je travaille aussi en même temps, c'est un peu difficile. Et puis, je n'ai pas toujours appris la même chose que les autres étudiants et les professeurs. Souvent, ils oublient qu'il y a des étrangers comme moi dans la salle. Alors c'est intéressant parce que dans ce témoignage, il y a vraiment cette insistance sur le fait que l'étudiant se sent étranger. Et donc lorsqu'on évoque cette question de la qualité, tous ces étudiants issus vraiment, dans des situations financières précaires, issus de pays étrangers, reviennent avec cette question. Finalement, moi je suis étranger, donc j'ai même éventuellement du mal à porter un jugement. Alors, à contrario, si on va interroger des étudiants qui sont dans une filière Erasmus Mundus, et là, j'ai interrogé un jeune étudiant qui est héritier d'un empire industriel indien. Au début, j'avais un peu peur de ne pas suivre, mais les cours sont en fait assez faciles. On a repris la matière depuis le début. Ensuite, on a aussi reçu les supports sur une clé USB avant les cours. On peut revoir la matière. Les professeurs sont très sympathiques. On est avec eux un peu comme à la maison. Et vous voyez qu'ici, lorsqu'on évoque la question de la qualité, très rapidement, en fait, vient cette idée que on est bien, on se sent bien ici, on est comme chez soi, et donc le sentiment d'étrangeté est complètement disparu. Alors évidemment, ça a un impact sur la manière dont éventuellement ils vont évaluer un enseignement, puisque leur posture initiale est complètement différente. Alors, rapidement, j'en viens à petits travaux de recherche faits avec deux complices sur la question des dispositifs d'évaluation des enseignements. Et pour faire ces travaux, en fait, je me suis basé sur des avis pédagogiques, c'est-à-dire une compilation de résultats de questionnaires individuels remplis par les étudiants sur des cours. Et en fait, on a fait une méthode un peu amusante. On a pris deux institutions universitaires différentes, un même professeur, en l'occurrence moi. Et ce qui est amusant, c'est que je donne cours dans deux universités, l'Université Saint-Louis et l'Université libre de Bruxelles. Alors, les deux universités ont deux types de formulaires qui sont très différents dans leur présentation graphique, mais qui en fait ont des items assez similaires et qui sont systématiquement administrés après évaluation. Avec deux types de publics différents aussi. Dans un cas, un groupe à plus grande mixité sociale, avec une mixité d'âge plus grande. Dans un autre cas, une mixité sociale plus faible. Et grosso modo, à peu près tous le même âge, aux alentours de 24 ans, grosso modo. Alors, le dispositif qu'on a mis en place, c'est de faire des focus group, qui sont inspirés de la recherche-action, mais peu importe, avec chaque fois 5 témoins
et on a fait 2 séances par institution. Donc ça fait 20 témoins si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment fait un protocole en se disant, ce qu'on va faire, c'est d'abord discuter de la question de la qualité, en général, et essayer de voir s'il y a un consensus qui peut sortir de ces discussions. Puis après, on va discuter sur le formulaire qu'ils ont dû remplir, et essayer de voir s'ils font un lien entre ce formulaire et la question de la qualité. Puis après, on leur a montré les résultats du formulaire, donc c'est-à-dire mon évaluation, ce que moi je reçois, et puis on les a fait discuter sur cette base. Alors, évidemment, ce n'est pas moi qui ai géré les focus group, vous vous en doutez. J'ai demandé à des complices extérieurs qui sont des complices qu'ils n'avaient jamais vus. Donc, ce sont des gens complètement extérieurs et avec qui on a un peu défini un script. Voilà. Et il y avait 2 animateurs, un plus jeune, un plus âgé, pour essayer de créer des dynamiques particulières. Bon, je ne vais pas rentrer dans les questions d'action recherche, mais voilà. Alors, ce que j'ai choisi ici, c'est quelques extraits de script. Donc, en fait, on enregistre les focus group et puis on retranscrit tout. Et je vous ai choisi quelques éléments pour vous montrer, en fait, des trucs qui ressortent, qui sont un peu particuliers. Alors, voilà, je suis assez mal évalué sur la question, donc je performe pas très bien sur la disponibilité. Je ne suis pas quelqu'un de très disponible. D'ailleurs, les organisateurs l'ont subi très très fort parce que je n'ai pas toujours répondu dans les temps aux emails. Et donc voilà, commentaire d'un étudiant, oh, tu vois le score du prof sur la dispo, incroyable comment on l'a planté, il n'a pas répondu à ma question par mail en même temps. En fait, vous pensez qu'il doit être tout le temps là, mais il y a une femme, peut-être un enfant, et bon, donc je ni l'un ni l'autre, mais et bon, il doit recevoir plein de mails. Il a le temps de s'occuper de sa famille, sa recherche et tout. Oui, je suis d'accord, il y a un problème, on n'a pas tenu compte qu'il y a sa vie et plein d'étudiants. Alors, question de l'intervenant, vous trouvez qu'il faut en tenir compte? De sa recherche, oui, on ne peut pas ignorer que c'est important aussi. Alors, c'est amusant ce truc-là, parce qu'en fait, on se rend compte que si on met les étudiants en discussion entre eux, ils finissent par se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'un prof est intéressant? Et alors, la question de la recherche peut émerger. Mais a priori, si on ne les fait pas discuter entre eux, si on les isole, si on leur fait chacun répondre sur un questionnaire, ils ne vont pas penser à ça. Et donc là, il y a un premier élément, je voulais souligner. Deuxième élément. Alors voilà, de nouveau un extrait du script. C'est normal d'être exigeant, on est exigeant avec nous, on est exigeant avec les professeurs. Question de l'intervenant, donc c'est une relation réciproque. Non, c'est parce qu'on nous donne la possibilité de le faire. Alors, c'est quelque chose d'intéressant, évidemment, par rapport à l'effet d'un dispositif d'évaluation. On peut se venger. En fait, c'est difficile d'évaluer vraiment un enseignement parce qu'on ne voit pas forcément à quoi il peut servir dans la suite des études. En même temps, ça, c'est que l'information au consommateur n'est pas réalisée avant, donc c'est la faute du prof. Alors, question de l'intervenant, du prof ou de l'institution? Plutôt de l'institution, je dirais. Alors, ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait, forcément, quand on évalue les enseignements, on n'évalue finalement pas l'institution, le rapport à l'institution. Alors, les étudiants ont tendance à assimiler les deux lorsqu'ils répondent à une évaluation individuelle. Et donc, là, il y a aussi quelque chose qui émerge, qui est particulièrement intéressant. Troisième extrait d'un groupe. Alors voilà, je trouve que sur la clarté des explications, il est mal coté. Oui, moi j'ai évalué mal, mais j'imaginais pas que tout le monde allait le faire. Alors ça, c'est quelque chose qui est revenu systématiquement dans les évaluations, dans les discussions sur les évaluations. Ah oui, quand même, là on était fâche. Ah oui, mais on n'imaginait pas que tout le monde était d'accord. Bon. Alors pourquoi cette évaluation négative? Parce que je trouve qu'il va trop vite. En fait, il ne va pas trop vite, il va au rythme qui permet de voir toute la matière, c'est indispensable pour la suite. Alors, c'est pas une question de clarté, finalement, c'est vraiment une question de vitesse et tous acquiescent. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que l'item sur lequel les étudiants ont dégradé la note, finalement, c'est pas l'item sur lequel réellement ils ont un problème. C'est pas une question de clarté, c'est une question de vitesse. Et là encore, le dispositif leur permet pas a priori de le dire. Ils n'ont pas forcément en plus la prise de distance par rapport au questionnaire en y répondant de manière individuelle, qui leur permet de dire, ben voilà, en fait, c'est ça qu'on veut dire. Dernier élément. Alors. Comment dire, si on est un peu violent, si on code sévère, c'est pour que le prof s'améliore. Et moi, je trouve ça normal, on est ses patrons. Sans étudiants, pas d'université, pas de boulot.
Alors, réponse d'une étudiante assez choquée, mais j'hallucine, tu es complètement malade. Puis elle lui a dit 2-3 insultes. Non, ça c'est pas acceptable, le patron des profs c'est le recteur et tout, nous on est leurs élèves, ou alors en fait c'est peut-être le ministre. Réponse, si nous on nous demande notre avis, c'est que nous sommes quand même un peu leur patron, on doit pouvoir les saquer du coup. Alors, c'est évidemment un échange qui est un peu caricatural, mais c'est un échange qui a un avantage, qui est de montrer aussi que finalement les étudiants s'emparent de ce type de dispositif, pas forcément dans une perspective d'amélioration de la qualité. Ils peuvent être dans une perspective complètement différente. Et c'est pas gagné, a priori, qu'ils soient dans cette perspective d'amélioration de la qualité, malgré, évidemment, un discours institutionnel qui est très clair. Je veux dire, les deux institutions font vraiment des efforts de pédagogie par rapport à l'enjeu. Mais donc, on voit là, évidemment, un biais qui va se ressentir de manière forte sur la manière dont les étudiants vont remplir ces dispositifs. Alors, j'espère ne pas vous avoir complètement démoralisé. Et donc, je vais essayer de conclure sur un peu tout ce que je vous ai dit ce matin. Et ce n'est pas un hasard si je vous ai mis le baron de Munchausen qui se tire du marais par ses propres cheveux. Je pense qu'on est un peu dans cette situation-là lorsqu'on pose la question finalement de comment est-ce qu'on peut construire une représentation de la qualité qui fasse sens par rapport aux différents parcours étudiants. Alors, la première chose qui me semble importante de souligner, c'est que les représentations étudiantes sont en fait largement marquées par l'héritage historique, par les différentes conceptions de l'université. Alors, je n'ai pas le temps ici de détailler, mais classiquement, dans toute une série de littératures sur la socio-histoire des universités, on distingue 3 grands types d'universités. L'université humboldtienne, qui est l'université finalement relativement aristocratique, qui fait de l'enseignement et de la recherche un seul objet, et où l'étudiant devient un apprenti à l'intérieur de ce seul objet. L'université de masse, qui correspond au grand mouvement des années 50 de massification, avec l'objectif là d'une reconstruction de la société, aussi à l'époque, quelque chose qui était très important, c'était d'aller vers une égalité réelle. Et donc, avec la volonté aussi de niveler en fait les différences sociales au niveau de l'université. Ça devient une mission à part entière de l'université. Et puis la dernière conception, c'est l'université de marché. J'aime pas trop cette conception cette expression parce qu'elle est très dénigrante par essence, alors qu'en fait les choses sont un peu plus compliquées. Mais disons qu'en fait c'est vraiment cette université qui vise à produire des étudiants qui sont employables, qui sont adaptables par rapport aux situations professionnelles diverses dans un marché qui devient de plus en plus complexe. Et typiquement, c'est le type de conception de l'université qui était déjà défendu par Edith Cresson dans les années 90 et qui aujourd'hui prend énormément d'ampleur, avec du coup l'intérêt croissant pour la demande des employeurs, sur laquelle on peut d'ailleurs discuter très longuement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ces 3 types de modèles universitaires, en fait, peuvent être liés aux 3 représentations du rapport, du statut par rapport à l'université que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ce que je veux souligner par rapport à ça, c'est que la manière dont l'université s'autodéfinit, les discours institutionnels ont un effet direct et prégnant sur leur perception de leur statut, ce que j'espère avoir déjà suffisamment souligné avec la question de l'excellence. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez, et ce dont j'espère vous avoir convaincu, c'est que d'abord l'étudiant moyen n'existe pas plus que l'homme moyen. Et que donc quand on pose des questions de qualité et de savoir comment l'étudiant se représente la qualité, en fait, il faut qu'on arrête de concevoir la population étudiante comme un seul tout uniforme. La deuxième chose, c'est que les représentations étudiantes de la qualité varient dramatiquement en fonction de variables sociologiques de l'avancement dans le cursus. Et donc forcément, ça a un impact même sur les évaluations des enseignements. Le moment dans le cursus où on va évaluer, les critères qui vont retenir l'attention des étudiants vont être différents. Ce qui a aussi comme conséquence que si on commence à travailler sur la carrière des enseignants,
il y a moyen de faire du calcul stratégique, c'est un conseil que je nous donne à tous, pour essayer de bien se positionner. Donc typiquement, ça vaut la peine de donner cours plutôt en master, parce qu'on sera toujours un peu favorisé, vu la posture qu'ils adoptent. Alors les dispositifs d'évaluation des enseignements individualisent l'évaluation en isolant les étudiants, et fonctionnent souvent par agrégat des résultats, par moyenne. Et en fait, finalement, on peut se poser la question de savoir s'il y a la possibilité d'une réflexivité par rapport à ces outils. Et peut-être qu'un enjeu qui serait intéressant, c'est de travailler sur des modèles de focus group beaucoup plus, travailler sur des modèles beaucoup plus dynamiques pour permettre cette réflexivité et l'expression d'attentes un petit peu plus construite dans un échange et dans un dialogue. Et alors, évidemment, je voulais vous poser cette question qui est très gênante, c'est que nous sommes là pour réfléchir de la qualité depuis le début, mais où sont les étudiants aujourd'hui? Et c'est quelque chose qui est problématique, c'est que chaque fois que nous pensons à la qualité, nous nous retrouvons entre nous, entre professeurs, entre qualiticiens, mais les étudiants sont souvent absents. Or, je pense que justement, un enjeu, c'est qu'ils puissent la réfléchir au-delà d'une figure d'opposition éventuellement, mais dans une démarche de co-construction réflexive. Et là, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Renaud de nous avoir un peu challengé par rapport aux mots étudiants et aux différentes postures. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour, un tout grand merci évidemment pour cet exposé. Merci d'avoir remis l'étudiant au centre des processus qualité, un peu comme Madame Cresson nous invitait à le faire il y a quelques années. Ceci, c'est pour le clin d'œil, bien sûr. On a entendu, on a bien perçu le fait que les représentations et les attentes des étudiants variaient en fonction d'un certain nombre de paramètres. J'ai été étonné de ne pas voir le paramètre discipline, parce que mon expérience montre qu'il y a au moins autant de variations en fonction des disciplines que du genre ou d'autres facteurs. Donc peut-être vous entendre là-dessus. Et juste avant d'introduire ma question, et aussi dans cette logique de regard croisé, il y a quelques années, dans le cadre des journées qualité que l'on fait avec nos responsables de programme, on avait fait une petite enquête sur, au fond, pourquoi est-ce qu'on apprend ou pourquoi est-ce qu'on enseigne à l'université. Auprès de nos professeurs, il y avait aussi des représentants étudiants. Et c'était une autre typologie, mais il y avait 3 grands axes qui rejoignent un peu les vôtres, qui étaient l'employabilité, les compétences, la professionnalité, l'esprit citoyen, esprit critique, et enfin les connaissances, l'érudition, un peu Humboldt de départ. Et en réalité, on observait qu'il n'y avait pas il y avait beaucoup de différences. Il y avait des différences entre professeurs, entre disciplines, entre facultés. On ne peut pas dire qu'il y avait un paramètre qui l'emportait sur les autres, que c'était tout à l'employabilité ou tout à l'érudition pure. Et donc tout ça pour dire, est-ce que vous avez dans vos recherches des indices qui montreraient que les attentes des étudiants sont vraiment différentes de celles des professeurs, ou est-ce que finalement il y a aussi des variations de part et d'autre? Il n'y a donc pas une façon de concevoir l'université. Et la sous-question par rapport à notre colloque, c'est est-ce que les modèles qualité du coup ne surdimensionnent pas une de ces dimensions au détriment peut-être des autres? Merci pour la question. Alors, sur la première partie, sur la variable des disciplines, je ne l'ai pas montré ici, mais effectivement, on a des différences qui sont assez intéressantes entre les disciplines. Mais chez nous, enfin, je rappelle, c'est un petit échantillon, c'est 144 étudiants, mais on a une différence qui n'est pas tellement entre disciplines vraiment, mais plutôt entre catégories de disciplines. Donc, entre sciences exactes et sciences humaines, il y a un peu une différence qui devient significative. Grosso modo, les sciences exactes sont très orientées vers cette conception client, justement. La dimension consumériste est plus forte dans les sciences sociales. Voilà. Maintenant, j'ai vraiment décidé de l'orienter sur les variables sociologiques parce que j'ai envie d'envoyer aussi un signal par rapport à ça ici, mais l'intégralité de la recherche
est disponible sous forme d'un rapport que je peux envoyer, qui fait vraiment aussi l'analyse sur les disciplines. Sur la deuxième question, en fait, la raison pour laquelle sur mon petit schéma ici, il y a des intersections, c'est que ce schéma vient d'une recherche que j'avais faite sur les représentations plutôt des enseignants de l'université. Et en fait, effectivement, les trois coexistent dans le corps enseignant, avec en plus parfois chez plusieurs personnes une situation où ils perçoivent l'université comme un hybride eux-mêmes, donc ils ne se situent pas dans un axe particulier, ils conçoivent le tout comme un hybride. Et donc je pense que c'est évident aujourd'hui que l'université, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, n'est pas complètement boltienne, elle n'est pas complètement massifiée, elle n'est pas complètement une université de marché. Elle est quelque chose de l'ordre d'un compromis, d'un équilibre entre ces différentes figures, avec une sensibilité évidemment qui va dépendre des facultés, de l'âge des enseignants, très fort, du type de discipline, de leur expérience internationale, etc. etc. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que lorsqu'on parle de qualité, effectivement, il y a plusieurs modèles d'évaluation de la qualité qui ont tendance à s'orienter très fort parce qu'ils sont commandités par les pouvoirs publics sur une conception qui vient des pouvoirs publics et qui n'est pas forcément un compromis de cet ordre. Et donc qui vient heurter profondément les représentations des enseignants. Et ça peut créer des dynamiques de résistance, enfin ce qu'on identifie comme étant une résistance, et après on va même jusqu'à dire que c'est une résistance au changement. Mais ce n'est pas forcément une question de résistance au changement, c'est juste une question de représentation réciproque. Je pense heureusement qu'il y a aujourd'hui une diversité des modèles et des approches et que donc il y a moyen de naviguer, de subvertir en partie certains dispositifs. Et je crois très fort aux théories de la réappropriation. Donc je pense qu'un outil d'évaluation, quel qu'il soit, n'est pas forcément mauvais en lui-même à partir du moment où il y a une possibilité par les acteurs de se réapproprier et d'en faire quelque chose qui a un sens pour eux. Je pense que dans le cas de la qualité, il y a cette possibilité-là. La qualité n'est pas uniquement une contrainte externe, heureusement. Mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, si on revient aux définitions premières tirées des guidelines, par exemple, de l'UNQA, on a quand même là un trend assez évident qui s'éloigne de plus en plus d'une approche nuancée, mixte, et qui donc forcément crée des conflits, crée un sentiment d'inadéquation par rapport aux institutions. D'où l'importance de rouvrir des champs de dialogue et des champs de concertation. Mais ça, je pense que ce n'est pas ici que je dois convaincre de l'importance de l'implication des acteurs et de la participation. Une deuxième question ? Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé fort intéressant. Nous venons également d'une école belge et comme tout le monde, je pense, on s'interroge justement sur comment évaluer la qualité avec nos étudiants. Bien sûr, il y a le moment de l'évaluation, ça, on est toujours en questionnement. Mais alors, on se posait une question par rapport à une piste et j'aurais aimé avoir votre avis. J'ai retenu de votre exposé qu'effectivement, une évaluation discutée par les étudiants serait plus fidèle que juste prendre les mots qui sont écrits. Et on se posait la question de est-ce que c'est pertinent de proposer que ce soit le professeur qui fasse ce débat. J'entends bien ici que vous ne l'avez pas fait pour des questions de recherche, mais est-ce que... Alors il y aura des biais, on est sûr, mais est-ce qu'en termes de ce qui ressort ne serait pas plus fiable si le professeur arrivait avec les étudiants à essayer de faire une évaluation collective? Un avis? Mais donc, moi, je n'ai pas de réponse. En fait, c'est là où je suis très ennuyeux, c'est que je suis vraiment plutôt un chercheur qu'autre chose, et donc je n'ai pas de réponse sur quel est le bon modèle. Je peux ouvrir des pistes, et puis je n'ai pas vraiment de réponse
je ne peux pas donner voilà, une piste en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. Ceci dit, ce ne serait pas la première fois qu'on essaye ça. Dans les années 60, à l'Université libre de Bruxelles, il y avait un prof qui s'appelait Marcel Lippmann. Toute sa théorie pédagogique était de faire une évaluation permanente de l'ensemble de ses enseignements en ouvrant une agora le midi où il recevait tous ses étudiants qui pouvaient venir lui faire un feedback sur ses cours. Donc ce sont des dispositifs dont on peut s'inspirer. Alors c'est vrai que ça paraît un peu une utopie 68arde, voilà, mais en même temps, il y a peut-être là des choses à creuser et des choses amusantes dont on peut s'inspirer, des expériences pédagogiques dont on peut s'inspirer. Je crois cependant que c'est très difficile d'avoir un dialogue entre un enseignant et un groupe d'étudiants après l'évaluation, lorsque l'évaluation est très, très dure pour l'enseignant. Donc, j'ai déjà eu plusieurs collègues qui sont retrouvés confrontés au même groupe en fait, qui avait évalué négativement leurs prestations précédemment. Et pour eux, c'était impossible de réinstaurer un contact ex post. Et donc, je pense qu'il faut quand même se poser la question du coup de savoir d'abord quelles sont les finalités de cette évaluation. Il faut être clair par rapport à ça. Si ça a un impact sur la carrière, c'est quand même quelque chose sur lequel on insiste aujourd'hui, forcément, ça crée un enjeu qui peut arriver à envenimer les tensions. Il ne faut pas être aveugle là-dessus. Et donc, il faut vraiment se poser la question de savoir quel cadre on met en amont pour permettre ce dialogue éventuel. Donc, je ne pense pas que ce soit la panacée, en tout cas, de créer un lieu d'échange entre l'enseignant et les étudiants ex post d'une évaluation individuelle, par exemple, enfin individualisée. Mais je pense que c'est une piste à réfléchir. Mais tout dépendra évidemment du cadre, du contexte dans lequel ça peut se créer. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Je fais ça par ailleurs en dehors de mes pratiques de recherche. Je trouve que ça marche très bien, mais j'ai une relation avec mes étudiants généralement qui me permet de pouvoir le faire. Et je n'ai pas d'enjeu de carrière, c'est-à-dire je ne suis pas statutaire, je suis professeur invité dans plusieurs institutions, j'ai pas... Voilà, je ne suis pas pris comme par d'autres collègues qui sont en période probatoire ou, par l'enjeu de cette évaluation. Écoute, merci pour tes réponses. Je pense qu'on pourra terminer ou continuer, poursuivre la conversation à la pause café puisque le temps passe. Et donc, je te remercie et voilà. Merci beaucoup.